Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Quel bonheur de vous rencontrer. Moi aussi, je suis heureux de vous rencontrer. En ce moment où les nouvelles sont très bonnes, les voyants chez vous sont au vert. Oui, absolument. Merci et félicitations. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est désormais un secret connu de tous. L'économie guinéenne se porte comme un charme. Le taux de croissance affiché ces 3 dernières années sont vraiment robustes. Pourtant, le pays est encore en programme de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international. Est-ce une meilleure garantie d'exécution budgétaire? En tout cas, pour les Guinéens, le plus important aujourd'hui est de savoir comment se fait ou se fera la redistribution des fruits de cet élan de croissance. Nous allons poser la question à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, qui est notre invité, Mambadi Camara, dans cet entretien de Koloma délocalisé. Bienvenue à tous. Merci de nous accepter chez vous, Monsieur le ministre. Une fois encore, merci d'accepter de venir sur ce plateau. Monsieur le ministre, une première question. Qu'est-ce qui fait dire à tout le monde que notre économie se porte bien? La raison pour laquelle tout le monde s'accorde à penser que l'économie guinéenne se porte bien est qu'au cours de ces 3 dernières années, la Guinée a connu son cycle économique le plus fort de son histoire, avec 9% de croissance économique en moyenne, ce qui est une performance extraordinaire et place la Guinée parmi les économies les plus performantes du continent africain. Ça, c'est des conséquences des réformes engagées, parce qu'en 2017, la Banque mondiale plaçait aussi la Guinée à la tête des 5 pays les plus réformateurs du monde. Oui, d'abord, il faut avouer que la croissance de l'économie guinéenne depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui est portée essentiellement par le secteur minier. Mais depuis l'avènement au pouvoir du professeur Alpha Condé, le gouvernement a insisté sur la diversification de l'économie. Par conséquent, on a apporté des efforts très soutenus sur le secteur agricole, qui commence lui aussi à porter une partie du poids de la croissance. Ouais, mais c'est encore très négligeable, parce que encore les mines, c'est 20% de notre PIB et 80% pour l'exportation. Oui, je suis d'accord avec vous, mais la contribution du secteur agricole avoisine les 17%, donc c'est très important. C'est très important. Et cet effort de diversification de l'économie va se poursuivre. Donc c'est une tendance qui pourrait continuer, on pourrait connaître le cycle, comme vous le dites, de performance, pourrait se prolonger. Oui, absolument, parce que les prévisions du FMI pour la Guinée, pour 2019 et 2020, tablent toujours sur une croissance assez forte. Le FMI dont vous parlez à l'instant, vous avez réussi récemment à faire une 3e revue avec cette institution-là. Certains commencent à avoir des doutes sur la réalité de fond. On pense que tout n'est pas mis à la surface en termes de gestion budgétaire, qu'il y a des choses à voir en termes de bonne gouvernance, il y a des choses à voir, il y a même des exécutions extra-budgétaires. Vous savez, on a un programme, le gouvernement a un programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit du FMI. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme que le FMI a effectué une mission au mois d'avril, une mission qui portait sur la 3e revue du programme. Bon, la mission a constaté que les critères de performance ont été réalisés en totalité. Sans réserve? Il n'y a pas eu de réserve? Non, il n'y a pas eu de réserve. Au fait, ces critères-là portent sur quoi?
Bon, le premier critère, c'est le solde budgétaire de base. Le deuxième, c'est les emprunts nets du gouvernement auprès de la Banque centrale. Le troisième, c'est les réserves internationales de la BCRG. Et le quatrième, le crédit à l'économie. D'accord. Le crédit net à l'économie. Parlons d'emprunt avec la BCRG. Ouais. C'est toujours à un seuil acceptable, géré, ou bien il y a eu des dépassements? Non, il n'y a pas eu de dépassement. Je vous dis que les 4 critères-là ont été réalisés par le gouvernement. Il n'y a pas eu de dépassement. Et au niveau des crédits, on nous parle d'un crédit contracté avec le Qatar, c'est un de nos confrères qui le révèle, et qui ne serait pas dans le tableau de bord présenté à la mission du FMI? Non, ce sont des histoires que certains journaux racontent, mais qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Quelle est la réalité sur le fonds qatari? La réalité est que vers la fin de l'année 2018, nous avons signé avec la Banque du Qatar un emprunt pourtant sur un appui budgétaire d'environ 60 millions de dollars. Dès notre retour de Doha à Conakry, nous avons convoqué le représentant résident du FMI à Conakry. Et ensemble avec le gouverneur de la Banque centrale, le ministre du Budget et moi-même, nous lui avons dit que le gouvernement vient de signer un accord de prêt de près de 60 millions avec la Banque du Qatar. C'est concessionnel? Pas tout à fait, parce que la concessionnalité est de 32%, alors que selon les standards du fonds, il faut 35% de concessionnalité. Donc c'était limite, quoi. C'était limite. Bon, ça nous a amené à crever un tout petit peu le plafond qui est imposé, mais on a pu gérer ça. Et il n'y a pas eu aussi de dépassement au niveau des dépenses, notamment la subvention accordée à l'énergie sur le plan annuel. Il semblerait que l'accord était de 800 milliards de francs. La situation de EDG est très simple. La société produit l'électricité à 1400 francs guinéens. Elle va à 700 francs guinéens. Il y a là un différentiel qui doit être comblé par les subventions de l'État pour qu'on puisse assurer le service public. On a besoin d'électricité. Tout le monde a besoin de ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la tranche sociale est assez élevée en Guinée, c'est 60%. Par conséquent, il y a une nécessité d'accorder des subventions à l'offre d'électricité en Guinée. Et là, le gouvernement est déterminé à le faire. C'est ce que le gouvernement fait, mais nous sommes en discussion actuellement avec le Fonds monétaire international pour voir le niveau auquel on peut limiter cette subvention de façon à ce qu'elle ne soit pas dommageable à l'équilibre macroéconomique. Pour le moment, c'est raisonnable. C'est en discussion, même la semaine passée, au cours de la vidéoconférence qu'on a eue avec l'équipe pays de la Guinée au FMI, on a poussé encore les discussions et ça va revenir sur la table la semaine prochaine. Finalement, est-ce que vous ne regrettez pas le fait de vous soumettre à un troisième programme avec le FMI? Parce que vu les attentes, il y a la croissance qui est là aujourd'hui, vous avez du mal à redistribuer, ils ont toujours l'œil sur ça. Il n'y a pas de regret. Vous savez, la rationalité qu'il y a derrière les programmes qu'on fait appuyer par la facilité élargie de crédit est simple. Le message que le fonds envoie à nos pays, c'est faites en sorte que vous ne viviez pas au-dessus de vos moyens. Et ça, c'est très sage. Ah mais quand il y a croissance, ça veut dire que vos moyens augmentent. Il y a cette histoire de licence avec Orange où on peut engranger 90 millions de dollars. Donc il faut les dépenser. Non. Vous savez, vous évoquez là un autre problème parce qu'il semble que
on est caché encore. Oui, tout n'a pas été dit, aux partenaires du fonds. Aux partenaires du fonds. Ce qui est une contre-vérité parce que lorsque le gouvernement a signé à travers le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique une convention portant sur la licence 4G avec Orange Guinée, un montant de 90 millions de dollars. Nous avons été naturellement informés et la moitié de ce montant a été versée dans un compte transit de l'ARPT et aussitôt après, on a entamé les procédures administratives pour qu'il soit viré dans le compte du Trésor public. Ah, mais, monsieur le ministre, ces derniers temps, on nous parle de caisse unique. Pourquoi il faut encore un truc... Ah non, l'ARPT a un compte de transit, c'est là-bas où on a viré. Après, ça sera sur le compte du Trésor. C'est un compte de transit, okay, en attendant les formalités administratives. Et là encore, on apprend que c'est la moitié qui avait été payée. Oui, oui. L'autre moitié sera payée au cours du second semestre 2019. Et ça. Déjà, vous avez une idée de ce que vous allez faire de l'argent là? On a une idée. D'abord, laissez-moi préciser qu'on n'a rien caché là-haut. Au contraire, j'ai fait une lettre adressée à la chef de l'équipe pays de la Guinée au FMI, qui est chef de mission, Mme Georgia Albertin, pour l'informer que nous avons encaissé ce montant au titre de la licence 4G. La correspondance existe, vous pouvez la consulter. Aujourd'hui, on revient sur la question fondamentale. L'économie guinéenne se porte bien comme un charme. L'économie produit, génère des fruits. Mais en bas, voilà, le peuple attend beaucoup. Et vous l'avez vu la dernière fois, en Conseil des ministres, c'est le chef de l'État qui a pris les devants pour vous demander, vous, monsieur le ministre des Finances, de le présenter un programme de mise en œuvre d'un plan où il va apparaître d'abord la réduction de l'inflation, mais ensuite, il vous demande de privilégier les décaissements en faveur des secteurs sociaux. Oui, c'est juste. Le président a donné cette instruction et nous sommes attelés depuis. Comment ça va se faire? Bon, ça va se faire de façon assez simple. Vous savez, de manière générale, le mécanisme de transmission des vertus de la croissance vers la réduction de la pauvreté n'est pas un mécanisme automatique. Okay. Ça prend du temps. Mais le gouvernement a décidé de prendre des raccourcis pour que les effets parviennent plus rapidement aux couches les plus défavorisées. Ces raccourcis-là n'auront pas de conséquences Non, non, il n'y aura pas de conséquences, plutôt des conséquences heureuses pour la population. Parce qu'on a décidé d'allouer quelques 15% des revenus du secteur minier à la lutte contre la pauvreté à travers l'ANAFIC. Ça, c'est déjà obtenu. Oui, oui. Donc, les collectivités à la base vont bénéficier de cette manne financière et sur la base de projets que ces collectivités vont concevoir en fonction naturellement de leurs besoins, on va financer des projets. Si, par exemple, une sous-préfecture a besoin de pistes rurales ou bien de forages, ces projets seront financés sur ce fonds de développement Monsieur local. Monsieur le ministre, si vous avez vu que le président lui-même a eu à vous interpeller dessus, ainsi que vos collègues, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a observé que sur la ligne, difficilement vous parvenez à faire des décaissements sur les lignes portant sur le secteur social? Ça, c'est le deuxième volet. Le président a insisté et nous avons mis à exécution ces instructions pour qu'on augmente les dépenses sociales. Okay. Les dépenses sociales se retrouvent principalement
dans 3 ou 4 secteurs. La santé, l'éducation, l'action, le ministère de l'action sociale, tout ce qui se fait là-bas est social, et puis le ministère emploi jeune. En plus de ça, on a vu récemment, il y a 2 jours, juste, le président a réussi à mettre en place l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, qui est déjà financée à 40 millions d'euros par la Banque mondiale. Donc, tous ces filets sociaux vont participer à ce processus de réduction de la pauvreté. Mais il y a un effort encore que le président lui-même vous demande, et ainsi qu'à vos collègues, c'est de faire en sorte. C'est vrai que sur ces indicateurs, souvent macro, vous dites que l'inflation est maîtrisée, mais le président vous demande un sur-effort de ramener l'inflation à un niveau qui puisse impacter le pouvoir d'achat des Guinéens. Oui, il a demandé cela et on fait des efforts. Comment vous allez le faire? Vous faites des efforts, comment vous allez le faire concrètement? C'est très simple. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, pendant la saison des pluies, le pont de l'Insan s'est affaissé. Cela a coupé les zones de production des zones de consommation. Aussitôt, on a assisté à une flambée des prix. Donc, il faut doter le pays d'infrastructures routières, énergétiques, etc. Ah mais ça ne fait pas chuter l'inflation, monsieur. Ah si. Ah oui, comment? Ah si. Je vous dis que lorsque le pont a lâché, les zones de production des denrées alimentaires ont été coupées des zones de consommation. Et on a assisté à une flambée des prix sur les marchés. Oui, mais ça, c'est sporadique. Après, le point a été rétabli. Mais le coût de la vie aujourd'hui est toujours. Ce que je vais vous dire, c'est que les équipements dans un pays contribuent à la bonne santé du pays. Et qui dit bonne santé dit inflation maîtrisée. C'est ça le fond du problème. Monsieur le ministre, peut-être pour finir avec cet entretien-là, aujourd'hui, quels sont vos engagements les plus difficiles avec le Fonds monétaire international? Nous sommes déjà à un peu plus d'une année, de 3 ans d'engagement. Non, le programme économique de la Guinée, appuyé par la facilité élargie de crédit, se comporte très bien jusqu'à présent. Et nous allons mener ce programme à son terme, sans grand problème. Dans nos relations avec le FMI, il y a 2 éléments très importants. La transparence, le dialogue. Même si certains pensent que le FMI est très complaisant avec nous. Ceci ne comprend rien. Comment le Fonds monétaire qui nous assiste peut-il être complaisant avec nous? Il ne peut pas être complaisant avec nous. Parce que, au fond, quand on signe un programme avec le fonds, l'institution ne donne pas suffisamment d'argent au pays. Ce programme-là porte sur 170 millions, oui. Mais le fait d'avoir un programme appuyé par le fonds est un catalyseur qui pousse d'autres bailleurs de fonds à accorder des prêts à la Guinée. C'est ça l'importance. Même si à ce niveau aussi, il y a des limites. Non, c'est un élément vraiment catalyseur parce que et la Banque mondiale et la BAD, et dès qu'on a un programme, toutes ces institutions financières vous apportent de l'assistance financière, sans aucun problème. Monsieur le ministre, comment vous entrevoyez notre économie à la fin de 2020? Je pense que d'ici 2020, la Guinée aura encore une économie qui se porte bien. Il y a beaucoup de projets en vue qui vont booster la croissance. D'abord, l'augmentation de la production minière. Ensuite, le regain de dynamisme dans le secteur agricole.
Et n'oublions pas les nouvelles technologies de l'information constituent un grand accélérateur de la croissance. Et cela se développe rapidement en Guinée. Donc, pour moi, les perspectives économiques de la Guinée sont bonnes de maintenant jusqu'en 2020. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro exceptionnel de l'entretien de Koloma. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Je vous en prie. Merci beaucoup. Terminé pour cet entretien. Merci. La prochaine fois avec un nouvel invité. Merci, Monsieur le ministre. Je vous en prie.